Salut, bienvenue dans cette première vidéo de 2024, première vidéo hors vlog, puisqu'il y a un vlog qui est sorti quand même vendredi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce vlog, bonne année. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai un peu rempli mes obligations sociales. Donc c'est le bilan de l'année 2023. J'ai moins vu de bilan sortir cette année sur les autres chaînes Booktube que les années précédentes. Les gens ont tendance à faire leur bilan en décembre. Moi, je suis incapable de faire le bilan de l'année tant que l'année n'est pas terminée. Et je peux pas, dans ma tête, vraiment, mon cerveau, il refuse. Donc c'est toujours la première vidéo de l'année. Toujours, chaque année. Bref, cette vidéo va être longue, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai plein de trucs à vous dire. Donc, je vais commencer. Comme toujours, ou en tout cas comme la dernière, cette vidéo va être un peu divisée en deux. Dans la première partie, je vais vous donner plein de chiffres sur mon année 2023 en lecture. Alors évidemment, je dis de bilan 2023, on parle ici juste de mon bilan au niveau des livres et de la lecture. Pas du reste. J'ai pas vraiment envie de parler des événements de l'année 2023 au global, que ce soit pour le monde, pour la France ou pour ma vie. Les bilans sont pas les mêmes. Rapidement, pour le monde, c'est pas ouf. Pour la France, c'est pas dingue. Pour ma vie, c'est hyper cool. Voilà, du coup ça crée un espèce de décalage dans mon cerveau, mais bref. Donc, première partie, tout plein de chiffres. Et deuxième partie, ils sont juste à côté de moi, vous les voyez pas. Il y a mes meilleures lectures de l'année, et en livre et en BD. Donc ça risque d'être long, même si j'essaierai de faire court sur les livres, étant donné que c'est des livres que j'ai adorés, à un moment donné, je suis capable de blablater beaucoup dessus. Bref, les chiffres. J'ai aussi noté les chiffres de 2022, j'ai été les récupérer dans mon petit carnet. Comme ça, je vais pouvoir comparer, et la comparaison entre les deux, entre 2022 et 2023, est plutôt positive. C'est-à-dire que c'est un petit peu mieux, entre guillemets, en 2023. Donc je suis contente. Bref, en 2023, j'ai acquis 181 livres. C'est pas trop mal. En 2022, j'en avais acquis 202. Donc j'ai acquis moins de livres en 2023. C'est pas un objectif en soi, mais c'est cool de se rendre compte que sans rien faire et sans y faire attention, j'ai acquis moins de livres. Et j'ai pas doublé le nombre de livres que j'ai acquis, par exemple. Vous voyez, c'est plutôt cool. Je dis 181 livres acquis parce qu'il y a 23 livres que j'ai achetés neufs. C'est pas beaucoup, mais je le dis assez régulièrement, assez souvent. C'est assez rare que j'achète un livre neuf. J'ai pas le pourcentage de 23 sur 181, mais on doit être au 5e. Ouais, au 6e même. Ouais, 2 x 6, 18, donc c'est à peu près un livre sur 6 que j'achète neuf. C'est pas beaucoup, j'en ai conscience. Mais c'est comme ça que je consomme des livres. Bref, par contre, j'ai acheté 85 livres d'occasion. Ah bah oui, bah alors là vraiment, j'achète énormément de livres d'occasion et j'ai eu 23 livres gratuits. Alors là, c'est un peu particulier parce que dans les livres que j'ai eu gratuitement, il y a évidemment, par exemple, mes cadeaux de Noël. Voilà, je sais plus si c'était le cas, mais je crois que c'est le cas. J'ai eu des livres à mon anniversaire, au moins un en tout cas. Donc, voilà, tous les livres qu'on m'a offerts, ce sont des livres que j'ai eu gratuitement, tu vois. Et je mets aussi dans les livres gratuits les livres que j'ai dans les box ou dans les calendriers de l'Avent, notamment Once Upon a Book. Alors techniquement, je sais que je les ai payés, mais je les mets là pour deux raisons. Premièrement parce que je les ai pas payés au prix fort. Le prix de la box c'est toujours moins que l'addition des livres. Le prix du calendrier de l'Avent c'est moins que l'addition de tout ce qu'il y a dedans, vous voyez. Et deuxièmement parce que ce sont pas des livres que j'ai choisi d'acheter, que j'ai choisi d'ajouter à ma palle. Donc bref, mon cerveau il les met en gratuit. C'est comme ça, et 23 plus 85 plus 23, normalement on est bon, on est au total. D'ailleurs j'ai autant de livres neufs que gratuits, vous voyez, enfin bref. Et j'ai acheté 41 graphiques. J'ai acheté beaucoup de graphiques cette année, malgré le fait que j'ai une autre manière de me fournir en graphique, on va dire, mais on verra ça après. Et j'ai acheté 9 graphiques que j'avais déjà lus. Ça veut dire qu'au moment de les acheter, j'avais déjà lu les graphiques. Donc je les ai achetés juste pour qu'ils soient dans ma bibliothèque. Voilà, du coup je les ai séparés. Bref, en 2023, du coup on y arrive. L'événement majeur, entre guillemets, de ma vie de lectrice, c'est que j'ai été m'inscrire, enfin, à la bibliothèque de ma ville, même à la médiathèque de ma ville. J'ai la chance de vivre dans une ville moyenne, on va dire. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vis en Gironde, je vis pas dans Bordeaux, même dans... Voilà, je vis dans la banlieue de Bordeaux. C'est pas vraiment comme ça, mais écoutez, c'est comme ça. C'est une ville assez grosse quand même dans laquelle je vis, et donc j'ai dans la ville une médiathèque et une bibliothèque. Et je ne m'étais jamais inscrite. En fait, j'avais jamais pris le temps d'y aller parce que c'était un
un endroit que je connaissais pas parce que c'était un nouveau truc et parce que ça allait m'obliger à m'inscrire, savoir quel papier il faut remplir, parler à des gens, rencontrer des gens que je connais pas, et j'étais un peu de mal à faire toutes ces choses-là, mais en février, je l'ai fait. Et donc en 2023, j'ai emprunté 99 livres à la bibliothèque. Je vous avoue que mon petit côté un petit peu carré était déçu de se rendre compte fin décembre, enfin même là, début janvier, que je m'étais arrêtée à 99. Si je m'en étais rendu compte avant, j'aurais été à la bibliothèque juste pour en prendre un de plus et arrondir le truc, mais bon. C'est comme ça, en 2022, je n'avais donc fait aucun emprunt bibliothèque puisque je n'étais pas inscrite à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, je n'emprunte que des graphiques. J'ai essayé une fois ou deux d'aller chercher un livre spécifique dans les rayons de la bibliothèque, notamment quand je cherchais des romances et des trucs comme ça, mais je n'ai jamais emprunté de livre à la bibliothèque, je n'emprunte que des graphiques. J'ai bien assez de livres dans ma palle, c'est les chiffres suivants, donc, enfin c'est les chiffres que je vous donnerai après, donc vous allez voir, j'en ai bien assez de livres dans ma palle. Donc j'emprunte des graphiques, c'est aussi pour ça que les 9 BD, je les avais déjà lus quand je les ai achetés, parce que je les avais empruntés à la bibliothèque. Bref, j'ai aussi compté le nombre de livres que j'ai lus et que j'avais achetés sur l'année 2023. En gros, ce sont des livres que j'ai acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 et que j'avais lus au 1er janvier 2024. Donc que j'ai lu sur l'année où je les ai achetés. Je fais ça parce que depuis quelques temps, je fais des book haul check-in dans lesquels je liste et je sors tous les livres qui sont là depuis plus d'1 an et que j'ai toujours pas lu. Et en fait, à faire ça, tu vois que le côté négatif. Tu vois que ce que t'as pas lu et qui est là depuis très longtemps. Et tu vois pas ce que t'as lu au bout de 2 semaines que tu l'avais acheté. Tu vois, parce que bah, du coup, ils sont sortis et donc j'en reparle pas. Donc j'ai compté ça et il y a 97 livres que j'ai acquis sur l'année et que j'ai lus sur l'année. Donc c'est sur le total de toutes les acquisitions, donc les 181 livres plus les 41 graphiques, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Moi je suis contente. En 2022 il y en avait 99 que j'avais acquis et lus, mais bon il y en avait quand même, j'en avais acquis une vingtaine de plus et lu seulement 2 de plus, donc c'est pas trop mal. Ensuite j'ai voulu savoir si j'avais plus lu ou plus acheté, ça veut dire que j'ai pris le nombre de livres total que j'avais acheté, donc j'ai sorti les BD que j'avais déjà lus au moment où je les ai achetés, et j'ai pris le nombre total de BD et de livres lus. J'ai sorti aussi tous les emprunts bibliothèque qui sont pas dedans, et j'ai plus acheté que lu. Voilà, le bilan c'est ça, c'est très clair, c'est que j'ai acheté 13 livres de plus que ce que j'ai lu. C'est pas énorme, franchement 13 livres ça va, j'aurais aimé que le chiffre soit dans l'autre sens, mais franchement c'est pas si pire, c'est pas comme si j'avais acheté 50 ou 80 livres de plus que ce que j'ai lu. 13 livres, ça reste plutôt raisonnable, je trouve, et j'ai pas ce chiffre pour 2022 puisque je l'avais pas calculé. Alors j'aurais pu le calculer là vite fait, mais j'ai pas eu la force, donc je n'ai pas ce chiffre. Pour 2022, maintenant on va passer à mes lectures. Et alors là, le ratio est à peu près le même que l'année dernière, de mémoire, parce que je l'ai pas noté. J'ai abandonné 50 livres en 2023 et j'en ai terminé 75, ce qui fait un ratio de 40-60. Ça veut dire que 60% des livres que j'ai commencé je les ai terminés et 40% des livres que j'ai commencé je les ai pas terminés. C'est pas si pire, franchement. Ce qui me ferait vraiment mal, c'est sur une année de me rendre compte que j'ai plus abandonné de livres que j'en ai terminé. Ça serait vraiment catastrophique et chaotique. Il faudrait vraiment que je me pose des questions. Mais là, ça va. Et en fait, je me rends compte aussi que je suis de plus en plus sélective avec mes lectures. Pas forcément avant de les acheter, justement, mais une fois que je les ai commencés. Voilà, si je commence un contemporain en m'attendant à du contemporain et que je me retrouve avec de la chiclite, ça me gonfle. Si je commence un thriller en voulant un thriller et que je me retrouve avec du contemporain, ça me gonfle. Et en fait, comme je commence le livre et que j'ai pas ce que je voulais y trouver, j'arrive pas à le lire. Et j'arrive pas non plus à le mettre de côté et à me dire je le réessayerai plus tard en sachant que c'est de la chiclite ou du contemporain. J'y arrive pas, ça me gonfle tellement que je fais pas ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas hyper cool, mais je préfère avoir ce genre de chiffres en termes d'abandon que d'avoir 50 livres que je me suis forcée à lire dans l'année, vous voyez. Donc voilà, j'ai lu 43 BD et donc j'ai lu 96 emprunts que j'avais fait à la bibliothèque sur les 99. Il y en a, je crois qu'il m'en reste un que j'ai emprunté l'année dernière et que j'ai pas lu, donc je vais lire là en début d'année. Et il y en a 2 que j'avais dû rendre sans les lire parce que j'ai pas eu le temps de les lire et j'ai dû les rendre à la bibliothèque avant d'avoir trouvé le temps de les lire avec la date limite et tout, vous voyez. Franchement ça va, je pensais que ça va, j'arrive à lire ce que j'emprunte globalement. Donc c'est cool, ce qui me fait un total de 264 lectures sur l'année.
Donc dans les 264, il y a tout. Il y a les abandons, les livres lus, les BD empruntés et les BD qui m'appartenaient. Et j'ai aussi compté, et j'adore avoir ces chiffres, j'ai lu en 2023, je crois que j'ai dit 2024, mais c'est 2023, 34 084 pages. Et là, c'est vraiment cool parce qu'en 2022, j'avais lu, entre guillemets, que 29 445 pages. Donc j'ai lu 5000 de pages de plus. Un petit peu moins, mais à peu près c'est ça. En gros, ça s'explique parce que j'ai lu beaucoup de BD et les BD c'est plus facile à lire. Et ça s'explique aussi parce que j'ai pas travaillé pendant une grande partie de l'année 2023. Donc voilà. Bref, ce qui me faisait une moyenne de... En fait, ça fait que sur l'année 2023, j'ai en moyenne lu 93 pages par jour. Alors, c'est vraiment une moyenne sur l'année parce que j'ai fait des week-ends à 1000 sur l'année, donc j'ai lu 1000 pages en 2 jours et demi, et puis il y a des semaines entières où j'ai quasiment pas lu, vous voyez. Mais voilà, mes 264 lectures sur l'année, franchement, je suis très contente, sachant qu'en 2022, j'étais à 185. Du coup, c'est pas... Voilà, j'ai vraiment augmenté le nombre de lectures. C'est principalement les BD, évidemment, puisque j'ai lu beaucoup plus de BD en 2023 qu'en 2022. Le mois sur lequel j'ai le plus lu en 2023, c'est le mois de février. Et ça, c'est dû au challenge de Alex Bouquin Prada que j'avais décidé de faire et que j'avais fait vraiment à fond, puisque j'ai quitté mon travail, enfin mon ancien travail au mois de janvier. J'étais un peu pas très bien dans ces janvier, février, mars, ça allait pas de ouf non plus. L'année au global a été cool, mais le début de l'année a été difficile à titre personnel. Et du coup, faire ce challenge-là, ça me donnait un but, en fait, parce que je me suis retrouvée à pas travailler quasiment toute seule chez moi avec mon entourage qui travaillait, mon entourage qui avait beaucoup d'avis et beaucoup de choses à me dire sur ce que j'avais fait par rapport à mon travail, et je voulais pas les entendre, je voulais pas les voir, vraiment je ne voulais voir personne au début d'année parce que personne n'était d'accord avec moi, tout le monde passait son temps à me dire que c'était un mauvais choix, que j'avais mal agi, que blablabla, enfin bref, chacun y allait de sa petite réflexion, vous voyez. Donc je me suis un peu enfermée chez moi au mois de février et j'ai lu, et c'est aussi pour ça que je me suis inscrite à la bibliothèque au mois de février, c'est pour avoir accès à pas mal de graphiques et pouvoir tenir le challenge, notamment en nombre de pages. Donc le challenge, c'est le février tapal. Donc bref, en février, j'ai lu 5689 pages en 28 jours. Donc voilà, et le mois où j'ai le moins lu, c'est le mois de juin. Et alors là, ça fait mal, j'ai lu 1198 pages. En juin. Ah oui, non mais ça n'a rien à voir, voilà. En juin, je suis partie 15 jours en vacances et j'ai quasiment pas lu pendant les 15 jours, donc en fait, c'est pour ça que j'ai aussi peu lu sur le mois au complet. Ensuite, on passe à une catégorie de chiffres qui fait un peu mal chaque année, c'est les sagas. Alors, les sagas, j'ai séparé ça en les sagas de livres et les sagas de BD, parce que je voulais pas tout mélanger non plus. Donc, j'ai commencé 16 sagas de bouquins, donc de romans, vraiment, et j'ai commencé 14 sagas de BD. Elles sont dans les commencés parce que ce sont des sagas que j'ai pour but de continuer et de terminer un jour. Voilà, j'ai terminé 3 sagas de livres et 3 sagas de BD. Donc ça veut dire que c'est des sagas que j'avais commencé en 2022 ou avant et que j'ai lu le dernier tome ou les 2 derniers tomes sur l'année 2023. 3 sagas, c'est pas énorme, hein, sachant que dans mon challenge annuel, je mets plus de sagas que ça à terminer. Franchement, c'est pas énorme, mais bref. J'ai abandonné une saga en livre. Je vous liste pas les titres des sagas parce que ça serait beaucoup trop long de faire ça, mais voilà, j'ai abandonné une saga de livres et j'ai abandonné une saga de BD. Voilà, c'est comme ça. J'ai commencé et abandonné 19 sagas de livres. En gros, ça veut dire que j'ai tenté le tome 1, que le tome 1 ne m'a pas convaincu, que je n'ai probablement pas été au bout du tome 1, et du coup j'ai techniquement commencé à lire le tome 1, donc j'ai commencé la saga, mais je ne la terminerai jamais, donc je l'ai abandonnée dans le même temps. Et pour les BD, j'en ai commencé et abandonné 10 des sagas. Voilà, ça c'est pareil, ça veut dire que j'ai lu le tome 1 et que je ne lirai pas la suite, a priori. Et il y a une saga, ça fait mal, je pensais que ça serait plus, mais bon bref, il y a une saga de livres que j'ai commencé et terminé. Voilà, ça veut dire que j'ai lu la saga au complet sur l'année. En 2023, en 2024, j'espère qu'il y en aura aussi au moins une. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, donc pas celle du dimanche prochain. Voilà, pas celle de mercredi, mais celle de mardi, pardon, mais celle de dimanche prochain. Bref, et j'ai commencé et terminé 14 sagas de BD. Là, c'est beaucoup, mais c'est plus facile avec la bibliothèque d'emprunter une saga complète, une trilogie, une duologie ou même un truc de 4 tomes, de 5 tomes. J'y ai accès à la bibliothèque, donc c'est plus facile.
Et la dernière catégorie de chiffres, c'est les auteurs et les autrices. Combien est-ce que j'ai lu d'autrices différentes, combien est-ce que j'ai lu d'auteurs différents, etc., etc. Je fais ce disclaimer à chaque fois. En fait, moi, j'aime bien avoir ces chiffres-là. Je le fais pas pour me féliciter en mode « Ah là là, c'est bien », mais je le fais vraiment pour savoir où j'en suis et qu'est-ce qui se passe, sachant que je ne choisis pas mes lectures en fonction du sexe de l'auteur ou de l'autrice. Je ne fais jamais ça, mais c'est encore le cas sur 2023 et c'est le cas chaque année depuis que j'ai commencé à lire. Je lis plus d'autrices. C'est comme ça, pas par choix, en fait pas par choix du sexe de l'auteur ou de l'autrice encore une fois, mais par choix du type de lecture que je fais. Je lis beaucoup de romances, c'est un genre majoritairement écrit par des femmes, je lis beaucoup de jeunesse, c'est un genre principalement écrit par des femmes, je lis très très peu de fantasy, qui est un genre majoritairement écrit par des hommes, et même quand je lis de la fantasy, je vais aller chercher du Robin Hood par exemple. Vous voyez ? Voilà, je lis très très peu de thrillers policiers, et même quand je lis du policier, je vais aller chercher du Agatha Christie par exemple. Vous voyez, pas parce que ce sont des femmes, mais parce que ce sont des grands noms de leur genre. Enfin, je veux dire, Robin Hood, Agatha Christie, elles sont quand même très connues. Alors, il y a des hommes aussi qui sont très connus et très reconnus dans ces genres-là. C'est pas vers eux que je vais. Pas parce que ce sont des hommes, mais parce que j'ai pas envie. En fait, le fait que j'ai pas envie, c'est pas parce que ce sont des hommes, c'est juste, c'est comme ça. Je ne l'explique pas. Bref, en tout cas, en 2023, j'ai lu 57 autrices différentes. Et j'ai lu 30 auteurs différents. Ce qui fait un total de 87 personnes que j'ai lu. Je parle bien en termes de personnes parce que quand j'ai lu 2 livres d'une autrice ou 2 livres d'un auteur, j'ai compté l'auteur ou l'autrice qu'une fois. Vous voyez, j'ai découvert 29 autrices, donc ça veut dire que j'ai lu pour la première fois 29 autrices et 18 auteurs, ce qui fait que j'ai découvert 47 personnes. Enfin, écrivains, écrivaines. Voilà. Et j'ai lu 81 livres écrits par des femmes pour 59 livres écrits par des hommes. Donc en fait j'ai lu quasiment moitié moins d'auteurs que d'autrices, mais j'ai pas lu moitié moins de livres écrits par des hommes que par des femmes. Vous voyez, ça veut juste dire que pour un auteur, je vais lire plus de livres d'un seul auteur que pour une autrice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai fait ensuite un espèce de top 5, top 4 d'autrices, d'auteurs. De base, je voulais faire un top 3 de chaque, mais en fait, il y a 5 autrices pour lesquelles j'ai lu 3 livres en 2023. Donc du coup, je vais rapidement vous les citer. Les 5 autrices pour lesquelles j'ai lu 3 livres, c'est Gail Carriger, Alison Germain, Janine Frost, Agatha Christie et Cressida Cowell. Et il y en a une 6e que j'ai rajoutée, mais parce qu'en fait, c'est Irene Adler. Irene Adler, alors je l'ai comptée dans les autrices parce que officiellement, le nom qui a marqué sur le roman, c'était un nom de femme, mais derrière le nom de Irene Adler, qui est un nom de plume, il y a 2 auteurs masculins, mais qui n'ont pas choisi d'afficher entre guillemets sur le livre que c'était des auteurs masculins. Donc en fait, voilà. Et j'ai lu aussi 3 livres de Irene Adler. Donc, et pour les auteurs, alors j'ai mis un espèce de top 4, vous allez voir. En numéro 1, alors là par contre, j'ai lu un nombre de livres différents à chaque fois. En numéro 1, on a Chris Riddle, j'ai lu quand même 7 livres de Chris Riddle, qu'ils soient écrits uniquement par Chris Riddle ou à 4 mains, j'ai lu 7 livres de Chris Riddle. En numéro 2 du top 4, entre guillemets, ils sont 3 et vous allez comprendre pourquoi je les mets ensemble. Donc c'est Guy McDonald, David Sinben et Matthew Morgan. J'ai lu 5 livres d'eux et ce sont des livres écrits donc à 6 mains. C'est en gros la saga Société protectrice des monstres. Voilà, ils ont écrit la saga tous les 3 ensemble à chaque fois et donc j'ai lu les 5 tomes. Du coup voilà, j'ai lu 5 livres d'eux, mais dans les nombres d'auteurs ils y sont séparément. Mais vous voyez, enfin bref. Bref, en numéro 3, du coup techniquement on a Alastair Shisham, j'ai lu 3 livres de lui et j'aime beaucoup. Et en numéro 4 on a Paul Stewart, j'ai lu aussi 3 livres écrits par lui. Franchement en 2022 il y a une autrice qui sortait vraiment du lot parce que j'avais relu une saga complète écrite par elle, du coup j'avais lu beaucoup de livres d'elle. Là, cette année, il y a vraiment un auteur qui sort du lot que j'ai lu beaucoup. C'est visible avec les chiffres d'en haut, hein. Quand il y a un auteur que j'aime vraiment, je vais lire beaucoup de livres de lui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai dit tout à l'heure que je lisais de la jeunesse, qui est un genre majoritairement écrit par des femmes. Et là, dans les auteurs que je viens de vous citer, ils écrivent tous de la jeunesse. Voilà. En vrai, en jeunesse, je pense qu'on doit être à 50-50 en termes de production, autrice-auteur. Mais je sais pas trop je sais pas si on peut trouver ces chiffres. Bref, dernier chiffre, c'est combien j'avais de livres dans ma palle au 1er janvier 2024. J'avais compté l'année dernière au 1er janvier 2023 et du coup je voulais voir ce qu'il en était. Alors je peux pas juste entre guillemets prendre le nombre de livres que j'ai achetés
En fait, je peux pas juste prendre la palle telle que je l'avais au 1er janvier 2023, rajouter les livres que j'avais achetés, retirer les livres que j'ai lus, et ça me donne mon chiffre au 1er janvier 2024. Je peux pas faire ça parce qu'il m'arrive de sortir des livres de ma palle, en fait. Et je note pas quand je les sors. Je veux pas les noter parce que j'ai pas envie d'avoir ces trucs écrits quelque part. C'est comme des échecs, vous voyez, j'ai pas envie de les écrire quelque part. Et puis surtout, j'ai peur d'en oublier un ou deux, et alors mon chiffre serait totalement faux, et ça, c'est pas possible. Donc je préfère recompter à chaque début d'année ma palle au 1er janvier 2023. Donc ça, au 1er janvier 2024, je vais y arriver. Donc ça inclut le livre que j'ai acheté au mois de janvier, parce que oui, j'ai déjà acheté un livre au mois de janvier. Ça inclut ma palle du Cold Winter les livres que je n'avais pas lus, ma palle du Cold Winter, et le livre que j'ai lu déjà, parce qu'il y a déjà un livre que j'ai lu en 2024. Et ma lecture en cours. J'ai tout compté, vraiment. C'est pas uniquement les livres qui sont dans ma palle, c'était aussi... en fait, c'est les livres qui étaient dans ma palle au 1er janvier 2024. Donc voilà. Donc bref, au 1er janvier 2024, j'avais 131 livres dans ma palle et 21 BD, ce qui fait un total rapide de 152 bouquins. Franchement, ça va. Quand tu sais que je suis capable de lire 181 livres sur l'année, ça veut dire que je n'ai même pas assez pour faire l'année. Techniquement. Donc franchement, c'est pas plus mal, et c'est d'autant pas plus mal qu'au 1er janvier 2023, j'avais 142 livres dans ma palle. Donc j'ai sorti quand même 11 livres, ma palle. J'ai baissé ma palle de 11 livres en un an, alors même que j'ai acheté 13 livres de plus que ce que j'ai lu, je sais pas si vous vous rappelez. Bref, et j'avais 13 graphiques dans ma palle. Au 1er janvier 2023, j'avais moins de graphiques, mais c'est pas étonnant, puisque vraiment en 2024, j'ai lu beaucoup de graphiques, et je m'y suis habituée en fait. Enfin, c'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est cool que j'ai plus de graphiques dans ma palle au 1er janvier 2024 qu'au 1er janvier 2023. J'en ai fini avec tous mes chiffres, et si vous faites un mini bilan, que ce soit pour vous, pour Insta, ou pour, je sais pas, pour une autre raison, vous n'êtes pas du tout obligé de faire tous ces chiffres, évidemment, moi je suis complètement pareil. Mais le seul chiffre que je vous invite vraiment à calculer, c'est le nombre de pages. Parce que c'est bien beau de dire... moi en fait, je trouve ça bien beau de dire, ouais, j'ai lu 150 livres cette année. Mais en fait, si t'as lu 150 livres de 10 pages, c'est pas que c'est moins bien, c'est pas que c'est moins ouf, c'est juste que c'est plus facile de lire 150 livres de 10 pages que, je sais pas moi, 50 livres de 400 pages par exemple. Voyez, donc calculer le nombre de pages, c'est vraiment cool, parce que dans l'autre sens, hein, si tu dis que entre guillemets t'as lu que 50 livres, alors il y a des gens qui vont trouver que 50 livres c'est énorme, pour d'autres ça va pas être énorme du tout, mais 50 livres de 300 pages par exemple, ça fait quand même 15 000 pages, 15 000 pages de lus sur l'année, et je sais pas, je trouve que ce chiffre est plus représentatif que lire 3 livres, quoi, parce qu'en fait il y a des livres qui font 200 pages, il y en a qui font 500, qui font 600, qui font 700 pages. Donc le nombre de livres, c'est cool de l'avoir, je dis pas, mais le nombre de pages, c'est aussi bien de l'avoir avec. Bref, on va passer à ma meilleure lecture, parce que je sens que je vais blablater beaucoup. Il y en a 10, franchement, je les ai listés, et ensuite je les ai comptés, et je me suis rendu compte que j'étais à 10. Donc je me suis dit, c'est parfait. Elles sont à peu près dans l'ordre chronologique de lecture, je dis à peu près parce qu'elles sont surtout dans l'ordre dans lequel je les ai listées, et notamment vous verrez que la dernière lecture, je l'ai pas du tout lue au mois de décembre, je l'ai un peu rajoutée à la fin parce que je me suis dit quand même, il faut que je la mette. Donc voilà, elles sont globalement dans l'ordre de lecture. Normalement, si j'ai le courage, cet après-midi pour moi du coup, je vous mettrai en barre d'infos les updates dans lesquels j'ai parlé de ces bouquins. C'est le cas pour 9 d'entre eux. Il y en a un que j'ai lu au mois de décembre et dont je vous ai pas encore parlé en update, donc je pourrais pas mettre l'update en barre d'infos, mais ça va arriver dans le courant du mois de janvier. Bref, on y va, et on commence par, bien évidemment, qui d'autre que Madame Gail Carriger. Oui, écoutez, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai terminé la saga Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger en 2023. J'adore cette autrice. J'ai hésité entre cette saga-là et l'autre saga que j'ai commencé, qui s'appelle Le protocole de la crème anglaise. Mais un petit peu égoïstement, je me suis dit, le protocole de la crème anglaise, je ne l'ai pas encore fini, donc je vais encore la lire. Je pourrais en parler dans un prochain bilan, peut-être de l'année 2024 par exemple, vous voyez. Donc, le personnage de Mademoiselle Géraldine, j'adore Gail Carriger. J'ai l'impression de nous avoir un peu bassiné avec elle cette année, notamment sur cette fin d'année, mais vraiment, j'adore. Ici, en gros, on suit Sophronia, il me semble qu'elle s'appelle ça.
Sophronia, qui est une jeune fille qui doit avoir 15-16 ans. On est dans les années 1800 en Angleterre avec tout un protocole, tout plein de mœurs assez lourdes à gérer, notamment pour les jeunes filles, avec cette histoire de grandes robes, de bienséance et il faut se marier, il faut avoir des enfants, c'est important, tout ça. Alors c'est aussi important, enfin c'est encore important aujourd'hui et les femmes ont encore pas mal de remarques là-dessus aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment le but de leur life, tu vois. Aujourd'hui tu peux avoir des enfants et faire autre chose. Bref, donc voilà, et donc Sophronia est un petit peu en dehors des clous en termes des mœurs. Justement, sa mère ne sait plus vraiment quoi faire avec elle parce que elle ne se comporte pas comme une jeune fille normale devrait se comporter à cette époque-là. Vous voyez? Et donc sa mère va l'envoyer au pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Sa mère pense que le pensionnat de Mademoiselle Géraldine est un pensionnat pour jeunes filles dans lequel on lui apprend les bonnes manières. Voilà, on lui apprend en gros à savoir associer sa toilette avec son maquillage et à servir le thé, ce genre de choses hyper utiles pour une jeune fille, n'est-ce pas? Sauf que, à l'école de Mademoiselle Géraldine, on apprend aussi l'espionnage aux jeunes filles. Voilà, on leur apprend à utiliser le fait qu'elles sont quasiment invisibles pour les hommes et pour la société parce qu'elles sont des femmes, à leur avantage pour récupérer des informations, transmettre des informations, parfois tuer des gens, ce genre de choses, d'espions. Vraiment, c'est un peu comme 007 en mode femme dans les années 1800. Vraiment, c'est assez cool. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, petit bonus, l'école se trouve sur un dirigeable. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'adore Quel carrière. La deuxième lecture que j'ai décidé de mettre ici, c'est Toute la ville en parle de Fanny Flagg. J'adore Fanny Flagg. Je lis très peu de contemporain et en fait le contemporain avec moi c'est un peu ça passe ou ça casse. Mais genre soit c'est une catastrophe et au bout de 30 pages ça me gonfle et j'arrête, soit je surkiffe de ouf. Il n'y a pas vraiment de milieu avec moi en contemporain. Et alors Fanny Flagg, j'adore. Ici c'est du contemporain avec une petite touche de fantastique quand même. Je pense pas que les gens qui n'aiment pas le fantastique seront dérangés, c'est pas genre on suit des créatures fantastiques. Pas du tout, il y a juste un petit twist fantastique dans l'histoire et j'ai adoré. En gros, c'est l'histoire d'une ville qui... Attendez, parce que j'ai marqué sur mon post-it. Voilà, on va suivre des immigrants suédois aux États-Unis dans le Missouri en 1889. Donc l'histoire démarre en 1889 pour se terminer 2015, 2016, peut-être 2020. Voilà, 2016, l'année où est sorti le bouquin. En gros, donc on va suivre vraiment la construction, le développement de cette ville et donc le passage des générations dans cette ville. On a du coup au début 3-4 personnes d'origine suédoise qui vont se rassembler et commencer à bâtir des maisons, et puis ils vont commencer à faire du troc, je sais pas, il y en a un qui est cordonnier, l'autre qui est boulanger, du coup ils vont s'échanger les choses, et puis il y a d'autres gens qui vont arriver, donc chacun va ouvrir sa petite boutique pour fournir le village, et puis le village va grossir, ça va devenir une ville, et on suit comme ça l'évolution de la ville en tant que telle, avec la mairie qui finit par ouvrir, l'école, des trucs comme ça, et les habitants du coup qui arrivent, qui s'installent, qui font leur famille, et puis qui meurent parce que bah, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, et les générations d'après qui reprennent et tout, et vraiment j'ai adoré ce bouquin. Je sais pas si elle en a sorti un autre que j'ai pas encore lu, mais il faudrait que je me renseigne parce que j'adore Fanny Flagg, vraiment. Le suivant, je l'avais mis dans ma liste au moment où je l'ai lu. En fait, je prépare mon bilan un peu toute l'année, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, je vais calculer le nombre de pages lues sur le mois, le nombre de livres lus, achetés, etc. pour pas avoir tout à faire au mois de janvier, avant de tourner la vidéo. Et ce livre-là, je l'avais mis dans ma liste des meilleures lectures. J'ai hésité à l'enlever, et puis je me suis dit, non, je vais le laisser. Donc c'est La vie en vrai de Emma Green. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin-là que j'ai lu... sur la première moitié de l'année, je dirais. Et en fait, ensuite, j'ai lu un autre livre des autrices, puisque Emma Green, c'est un pseudonyme pour 2 autrices de romance. Et j'ai été très déçue par l'autre livre. J'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas accroché. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'il y a un autre livre que j'ai tenté et que j'ai vraiment pas aimé que ça enlève quelque chose à cette lecture-là. C'est pas le cas en fait. J'ai quand même adoré cette lecture-là. On suit Louve qui est au lycée. Elle a 17 ans. Elle est d'origine française et ça se passe aux États-Unis. Donc elle est dans un lycée américain. Et en gros, elle est un peu beaucoup harcelée par ses camarades au lycée. Le livre démarre, elle est à la soirée du Nouvel An. Donc on est dans la bonne période pour le lire si vous voulez. Donc elle est à la soirée du Nouvel An, elle va vivre une énième honte,
une catastrophe, j'ai perdu le mot, mais voilà. Et elle va tenter de se suicider. Voilà, le livre démarre comme ça. Elle va heureusement rater sa tentative et ensuite retourner au lycée. Et à partir de là, elle va décider qu'elle en a marre de se laisser faire, qu'elle en a marre de les laisser avoir le pouvoir sur elle, de les laisser décider comment elle s'habille, comment elle se comporte, comment elle parle. Elle en a marre et elle se rend bien compte que quoi qu'elle fasse, de toute manière, ils seront jamais contents. Donc elle décide de leur rentrer dedans et de faire en sorte que qu'ils arrêtent, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'à elle qui font ça. Voilà, et au milieu de tout ça, on a une romance entre elle et l'un des garçons qui appartient au groupe, qui harcèle un petit peu tout le monde. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance, c'est un thème vraiment pas facile à aborder et qui est bien fait ici, je trouve, et c'est quand même un beau bébé à lire, mais c'était vraiment chouette. Le suivant, j'en ai parlé en update évidemment, et j'en ai surtout parlé en vlog. Je vous avais lu un passage et j'ai failli pleurer en lisant ce passage-là, donc évidemment qu'il est dans mes meilleures lectures de l'année, c'est Les Aventurières du Ciel de Catel Faria. Je pensais pas aimer ce livre du tout, et je l'ai non seulement aimé, mais je l'ai surtout surkiffé. En gros, ici, on a des espèces de mini-biographies, donc c'est un livre qui fait dans les 300 pages, voilà, il fait 315 pages à peu près, et on a 6 mini-biographies dedans, donc de 6 aviatrices, pardon, 3 françaises, une anglaise, je sais pas compter, de 5 aviatrices, je dirais, parce que j'ai marqué 3 françaises, une anglaise et une américaine, et j'ai marqué 6. 3 plus 2, ça fait 5, hein. Attendez. Non, il y en a bien 6, c'est juste qu'il y en a une où j'ai pas noté sa nationalité. Écoutez, bref, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, on a 6 biographies comme ça sur des femmes qui voulaient être aviatrices, en gros. Et on parle d'époque où, alors non seulement comme elles sont des femmes, elles sont pas vraiment destinées à avoir un métier autre que faire la cuisine et s'occuper des gamins dans leur maison, tu vois, une fois qu'elles se sont mariées, évidemment. Donc c'est déjà pas facile pour une femme à l'époque de faire autre chose que ça. Premièrement. Alors après, elles sont pas toutes précisément de la même époque, mais on reste quand même à des époques où c'est mal vu pour une femme de travailler, et c'est aussi mal vu qu'un homme laisse sa femme travailler parce que ça sous-entend que l'homme n'est pas capable tout seul de faire vivre son foyer, et donc ça c'est pas bien non plus pour l'homme. Donc bref, on est à ce genre d'époque là, donc c'est déjà de base pas ouf, enfin pas très facile de travailler pour elles, et en plus elles veulent faire un métier dangereux et considéré comme encore plus dangereux parce qu'elles sont des femmes. C'est-à-dire qu'il y a 2 steps. Premièrement, on va les empêcher de le faire parce que c'est des femmes, elles n'ont pas à travailler. Et deuxièmement, on va les empêcher de le faire parce que c'est des femmes, ok, elles veulent travailler, mais elles ont qu'à faire un métier moins dangereux. Parce que ça, c'est hyper dangereux et c'est pas possible pour une femme de faire ça. En fait, c'est plus dangereux pour une femme que pour un homme à l'époque. Enfin, c'est considéré comme plus dangereux pour une femme que pour un homme à l'époque. Alors qu'à formation égale, le danger est le même, le risque est le même. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil en fait, tu vois. Si tu te craches, je veux dire, c'est pas parce que t'es un homme que tu vas survivre, tu vois. Enfin bref, donc voilà, on suit ça et j'ai vraiment adoré. Il y a en particulier une des histoires qui m'a vraiment bouleversée. Je vous avais lu le début en vlog, je sais pas si je pourrais retrouver le vlog, je pense pas, mais vraiment, voilà, c'est là, c'est celui-là. Donc c'est page 123 et c'est Hélène Boucher, la petite Jeanne d'Arc. Je vais pas vous relire le passage, mais ce passage est... Enfin, voilà. En gros, la nouvelle démarre par la description de la tombe de cette femme avec son père et tout, c'est absolument bouleversant. Je suis capable d'avoir les larmes aux yeux rien que maintenant. Vraiment, j'ai énormément appris avec ce bouquin et je lis très peu d'histoires vraies et de biographies comme ça et c'était vraiment cool. Pour le livre suivant, on change totalement de catégorie, c'est Bruxelles de Éléonore de Villepoix. J'ai acheté ce livre neuf, alors que je ne le connaissais pas, mais il est très beau, il est en hardback, tout ça, avec des dorures et tout. Enfin, bref, j'ai adoré. Et puis c'est Éléonore de Villepoix, l'autrice de La ville sans vent. Donc je voulais le lire et franchement j'ai adoré. On suit des pigeons, voilà, principalement des oiseaux, donc à Bruxelles. Je ne sais toujours pas si c'est réellement ou pas une référence à Bruxelles ou pas. Mais bref, voilà, en gros on suit des oiseaux, il y a des œufs dans plusieurs nids de plusieurs races d'oiseaux, je ne sais pas, bref, qui ont été volés et donc il y a 3 oiseaux d'espèces, c'est ça le mot, d'espèces différentes qui vont être envoyés pour une mission pour essayer de comprendre qui a volé ces œufs et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce délire.
Voilà, c'est un livre jeunesse qui permet d'aborder pas mal de thèmes avec les oiseaux, notamment les préjugés sur les différentes espèces d'oiseaux qui sont transposables aux préjugés sur les différentes nationalité par exemple, ou couleur de peau par exemple, le fait que c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un que tu ne peux pas travailler avec lui ou être avec lui, plein de choses comme ça qui sont abordées de manière hyper intelligente parce que ce sont pas des humains en fait qu'on suit, ce sont des oiseaux. J'ai vraiment trouvé ça très très cool, c'était vraiment très très chouette, je m'attendais à pas grand chose avec ce bouquin, je l'ai acheté par hasard et franchement j'ai adoré. On a quelques petites illustrations comme ça, franchement c'était hyper cool et je l'ai très peu vu sur les réseaux, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, si vous connaissez pas ce bouquin, moi je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai lu la duologie Light Years de Cass Morgan. Cass Morgan étant l'autrice de la saga Les 100 qui a été adaptée en série et j'ai adoré cette saga. En gros ça me faisait peur parce que c'est de la science-fiction, on parle de planètes, de satellites en orbite, on n'est que dans le ciel avec les étoiles, les machins, les trucs comme ça. Moi j'ai un peu de mal, en fait j'ai un peu de mal à imaginer tout ça et du coup c'est difficile d'adhérer à l'univers et de le comprendre quand j'arrive pas vraiment à imaginer l'univers tel qu'il est décrit par l'autrice avec les satellites, les planètes, les navettes, les trucs comme ça, vous voyez. Mais là, c'est passé surtout parce que c'est écrit comme de la dystopie, plus que comme de la science-fiction, à mon sens. En gros, on a une académie, donc l'académie Tetra, qui est l'académie principale de l'univers. Il y a plusieurs planètes dans l'univers. Et cette académie n'était ouverte qu'à l'élite des habitants. Jusqu'à présent, et là ils ouvrent pour la première fois l'académie aux habitants qui viennent de tout l'univers, donc de toutes les planètes, même en gros au lieu que ce soit une planète avec des villes divisées en quartiers, avec les quartiers malfamés, les quartiers pauvres, ce genre de trucs, en gros on a une planète où c'est les gens pauvres pas cool, une planète où c'est les gens moyens de l'industrie, et une planète où c'est les gens hyper riches, hyper cool, vous voyez. Et donc jusque là c'est que les gens hyper riches, hyper cool qui pouvaient aller dans cette académie, et là ils ouvrent à tout le monde, et donc on va suivre plusieurs personnes, plusieurs élèves de cette académie, celui qui vient de la planète la plus pourrie évidemment, celui qui vient de la planète de l'industrie mais qui est hyper intelligent et qui trouve trop cool qu'on ait ouvert l'académie à tout le monde, une personne qui vient je sais plus, d'une autre planète en gros, et qui est un petit peu paniquée à l'idée d'intégrer l'académie, et une personne qui est née littéralement pour intégrer l'académie, qui vient de la super planète super cool, toute sa vie c'est l'académie. Voilà, et vraiment j'ai adoré cette saga. Alors je l'ai lu en entier, mais c'est une duologie, donc c'était pas non plus hyper compliqué. Mais vraiment j'ai trouvé ça hyper cool. Voilà. Pour celui-ci, je suis contente d'avoir noté au fur et à mesure de l'année mes meilleures lectures parce que j'aurais juré avoir terminé la saga avant 2023, mais pas du tout, je l'ai terminé au début de l'année. Donc c'est Le Club de l'Ours Polaire, le tome 3, l'Atlas Fantôme de Alex Bell. J'ai adoré cette saga, vraiment. En termes de féminisme, c'est vachement cool. En termes d'univers, c'est vraiment bien. En termes de neige et de froid, si vous voulez, c'est vraiment parfait. En gros, on suit Stella et son père adoptif qui, Stella veut participer à une expédition polaire, donc dans le tome 1, mais le club de l'ours polaire est réservé aux hommes. Et elle va se battre pour intégrer ce fichu club de l'ours polaire et faire cette fichue expédition et y arriver, et vraiment j'ai adoré. C'est pas en mode girl power, boum boum boum, poussez-vous j'arrive. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien fait. En gros c'est pas en mode la meuf qui va écraser tout le monde pour y arriver, c'est juste en mode je suis une fille, ok, mais c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire ce que les hommes font. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette saga. J'ai même commencé l'autre saga de l'autrice à peu près dans le même univers avec en gros un autre club qui est le club du calmar géant. Et j'adore ces univers, vraiment. Le livre suivant c'est La Dame des Murs de Silène Edgar, 1961-2021, Derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce bouquin, c'est la relation et l'évolution de la relation entre cette grand-mère et cette petite fille. En gros, au début du livre, on a, comment elle s'appelle, Emma, qui fête ses 16 ans ou 17 ans, un truc comme ça, et sa grand-mère qu'elle voit pas très souvent lui dit je sais pas quoi t'offrir pour ton anniversaire, je t'offrirai donc
ce que tu veux, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Et Emma lui demande de l'emmener en Lettonie parce que sa grand-mère vient de Lettonie, donc sa grand-mère s'appelle Mara, et sa grand-mère ne lui a jamais parlé de son enfance, de ce qui s'est passé en Lettonie en 1961, donc de cette domination soviétique, de tout ce qui s'est passé, de pourquoi elle a fui la Lettonie, de pourquoi elle n'en parle jamais, de pourquoi elle n'y retourne pas, etc. etc. Et donc c'est ça qu'on va suivre ce voyage en Lettonie et j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus on n'a pas que cette domination soviétique en Lettonie qui est abordée puisque au fil du temps Mara est devenue donc ce qu'on appelle la dame des murs. Elle a chanté notamment devant le mur de Berlin donc du coup elle est devenue un symbole un peu de la rébellion et plein de gens de plein d'endroits du monde différents avec des guerres, avec des murs, avec des dominations d'autres pays ou d'autres religions lui envoient des lettres pour lui dire qu'ils l'ont vue à la télé, qu'ils ont entendu parler d'elle et qu'elle leur donne du courage, qu'elle leur donne l'espoir qu'un jour ça s'arrête, tout comme pour elle c'est arrivé et voilà et on suit ça. Et vraiment j'ai adoré cette relation avec cette petite fille qui essaye de comprendre ce qui s'est passé avec sa grand-mère alors que sa grand-mère veut pas du tout en parler. Cette grand-mère qui est devenue un peu un symbole de paix, un symbole d'espoir alors que c'est pas ce qu'elle voulait et qu'elle veut, en fait elle veut pas donner de faux espoirs aux gens. Elle se sent un peu mal à l'aise avec ce rôle qu'elle tient malgré elle et elle va du coup inévitablement replonger dans son passé et notamment dans son enfance avec ce voyage en Lettonie et vraiment j'ai adoré ce bouquin, c'était vraiment cool. J'en ai lu plusieurs de mémoire de Sylvain Edgar en 2023 mais c'est vraiment celui-là que je retiens. C'est un tout en fait et vraiment c'était vraiment cool. Pour le suivant, je vais faire rapide puisque je ne vous en ai pas encore parlé en update, ça ne saurait tarder comme je vous l'ai dit, mais c'est un garçon nommé Noël, donc le tome 1 de la saga de Matt Haig, illustré par Chris Mould. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre jeunesse, on est en Norvège je crois, avec cette histoire d'évolution d'un petit garçon avec son père, avec cette magie, ce village de lutins, et puis tous ces petits codes de Noël qui sont hyper intelligemment intégrés à l'histoire. Ça m'a un peu rappelé la manière dont Marissa Meyer s'est approprié les contes pour en faire les chroniques lunaires. Bah là c'est un peu le même cas, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien imaginé, c'est vraiment cool à lire, et moi en tant qu'adulte quand je lis le livre, j'ai vu tout ce qu'a mis en place l'auteur pour construire et bâtir son histoire et le futur Monsieur Noël donc mais je suis pas sûre qu'un enfant le voie réellement toutes ces... c'est comme des briques qu'il a mis au fur et à mesure de l'histoire pour arriver à construire un truc solide à la fin et pas un truc où tu te dis ah ouais franchement il a rajouté ça mais c'était juste pour dire que c'est Noël quoi, pour dire que c'est Monsieur Noël et trucs comme ça. Non, c'est vraiment bien construit. Comme les codes des contes sont intégrés aux chroniques lunaires, je trouve c'est vraiment bien fait. Et puis l'histoire est vraiment géniale, ça se lit vraiment bien. Moi je l'ai lu juste avant Noël et c'était vraiment chouette. Pareil, c'est illustré, franchement c'est magnifique, du coup c'est illustré par Chris Mould, comme je vous l'ai dit. Vraiment c'est vraiment cool. J'y reviendrai en update lecture de manière un peu plus détaillée. Mais globalement j'ai adoré et si vous cherchez une petite saga jeunesse pour Noël, foncez. Et le dernier, donc comme je disais, j'ai hésité à le mettre dans la liste parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, que j'ai dévoré, mais je suis pas réellement capable d'expliquer pourquoi je l'ai bouffé comme ça. N'empêche que c'est la réalité, j'adore cette autrice, j'adore ses romances, donc c'est comme ça. Famous Love, le tome 2, Zane, de Rachel Van Dicken. Ce sont des romances globalement mignonnes, douces, très cool à lire, très rapides à lire. Ici on a quand même un sujet compliqué qui est abordé, qui est l'anxiété sociale. Voilà. Notamment en gros on a un personnage masculin qui s'appelle Zane et qui est un petit peu... en gros il est chanteur et il est devenu un petit peu un sex symbole de sa génération. Vous voyez ce genre de chanteur que tout le monde adulte, que tout le monde adore, que tout le monde kiffe, vous voyez ce genre de truc. Sauf que il n'arrive plus à sortir de chez lui, il n'arrive plus à croiser des gens, à parler avec des gens, et encore moins quand il se retrouve entouré par une foule de fans, évidemment il n'arrive pas du tout à gérer tout ça. C'est au-delà de la star qui a peur pour elle ou de la star qui en a marre qu'on l'arrête dans la rue, c'est vraiment, il ne peut plus sortir. Et il va rencontrer, comment elle s'appelle-t-elle ? Fallon, qui est une madame tout le monde, qu'il connaît parce qu'il est très connu, mais qui n'est pas non plus fan de lui. Et elle va, sans s'en rendre compte, l'aider à passer outre cette anxiété sociale.
Et vraiment, cette histoire, c'est vraiment cool, c'est vraiment beau, j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est juste que je sais pas expliquer réellement pourquoi j'ai dévoré ce bouquin en quelques jours à peine. Mais en fait, je l'ai mis dans la liste parce que je l'ai lu, je pense, au mois d'août quand j'ai lu pas mal de romances. Et quasiment 6 mois plus tard, j'ai encore vraiment bien l'histoire en tête. Je m'en rappelle vraiment bien en détail, comme les autres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et ça, c'est signe que j'ai vraiment kiffé en fait. Sinon, je m'en rappelle pas, ou quasi plus. Vous voyez, si c'est un livre que j'ai bien aimé, que j'ai terminé il y a genre 6 ou 8 mois, il me reste pas grand chose aujourd'hui. Je vais avoir quelques événements, peut-être la fin, tu vois. Mais pas beaucoup plus. Et là, vraiment, j'ai... Alors, j'ai pas le détail scène par scène non plus, mais franchement, je me rappelle de 80% du roman, sans déconner. Donc, vraiment, j'adore Rachel Van Dicken. Et j'espère lire d'autres livres d'elle en 2024. Cette vidéo est presque finie, j'espère qu'après montage j'aurai réussi à faire un truc pas trop long pour vous, mais il me reste seulement 3 sagas de BD à vous montrer, ce sont mes 3 sagas préférées de l'année. J'en ai pas, j'ai choisi de pas montrer de livres que j'avais empruntés à la bibliothèque, c'est que des livres que j'ai achetés et que j'ai chez moi. Du coup, j'aurais pu vous montrer vous citer des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque, mais je les ai pas, donc non. Bref, la première saga, et je pense pas que ça va être une surprise pour vous, je vais vous les montrer tous un par un rapidement, mais il y en a beaucoup donc je vais pas tous les garder en main. C'est, attention, la collection Harry Potter au cinéma. Voilà, donc j'ai lu en tout 7 tomes sur l'année 2023. Voilà, j'adore ce truc. En fait, vraiment, c'est comment ils ont créé les films, comment ils ont fait les castings, comment ils ont créé les décors, comment ils ont choisi d'ajuster l'aménagement de Poudlard au fur et à mesure des tomes qui sortaient en livre et donc des films à faire, comment ils ont créé les images de synthèse parfois, et tout plein d'anecdotes sur les tournages, les acteurs, les actrices, et vraiment j'ai adoré. Donc, je vais tous vous les citer un par un rapidement. Le premier tome, c'est les créatures de la forêt, du lac et du ciel. Le deuxième tome, c'est le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère. Donc, on comprend ici ministère de la magie, évidemment. Le troisième tome, c'est Horcrux et reliques de la mort. Vraiment, en plus ces livres sont très beaux. Le quatrième tome, c'est les élèves de Poudlard. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait bien un tome qui parlait des professeurs de Poudlard. Donc ça, c'est très cool. Le cinquième, c'est ça, j'en suis au cinquième, je ne sais plus. Oui, les compagnons, les plantes et les métamorphes. Avec ce merveilleux film sec ici. Fantastique, n'est-ce pas? Le sixième, c'est le château de Poudlard, évidemment. Et le septième, qui est un de mes préférés jusqu'à maintenant, c'est le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Je les adore, vraiment. Et je vais essayer de vous montrer... Mais attendez, il faudrait que je les remette dans l'autre sens. Attendez, bougez pas. Voilà, je les ai mis dans le bon sens. Donc en fait, il y a 12 tomes, donc j'en ai lu que 7 pour l'instant. J'ai pas les 12. Et le truc, et j'adore ce genre de truc, je crois que c'est la seule saga pour laquelle j'ai ça. Alors, ils font ça régulièrement avec pas mal de sagas, ça arrive aussi en roman, mais en gros, quand vous les mettez côte à côte dans la bibliothèque, comme ça fait un dessin. Voilà, et donc c'est a priori le blason de Poudlard avec pas mal de dorures autour. Je trouve ça absolument magnifique. C'est également absolument hyper lourd, donc je vais arrêter de les tenir, parce que ça fait mal au bras. Mais vraiment, j'adore cette saga. Si vous aimez Harry Potter, et notamment les films Harry Potter, et que vous voulez en apprendre plus sur la création de ces 8 films, je vous encourage à lire cette saga. La deuxième saga de BD que j'ai absolument surkiffé en 2023, c'est Le Manoir Croquignol de Monsieur Tan et Camille Roy. Voilà, du coup ils sont tous là. Et en fait, je sais pas vraiment... Enfin, je peux pas vous les donner dans l'ordre des tomes qui sont sortis. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Parce que, alors, ils sont rangés comme ça dans ma bibliothèque, donc tous ensemble. Mais je les ai pas mis dans l'ordre des tomes 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai mis par couleur. Parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Donc je vais essayer en fonction des années, de les remettre dans l'ordre. Bon, je pense avoir réussi à les mettre dans l'ordre à peu près. Au pire des cas, c'est pas très grave, c'est une saga que vous pouvez lire dans le désordre. C'est une saga jeunesse, en gros, dans laquelle on suit une école. Voilà, une école de petits monstres. Voilà, dans laquelle on apprend aux enfants à devenir des bons petits monstres. Ça veut dire qu'il faut arriver en retard, il faut pas faire ses devoirs, il faut répondre à la maîtresse. En gros, tout l'inverse des règles qu'on nous apprend
Quand on est plus jeune, là, moins tu les respectes, mieux c'est, parce que meilleur tu seras en petit monstre. Vous voyez? Et donc en gros, on a le tome 1 à l'attaque. J'adore, vraiment. Le tome 2, va y avoir du sport. C'est trop cool, j'adore. Le tome 3, coup de foudre à l'école. Enfin, le tome 3 a priori, hein, d'après ce que j'ai déduit. Le tome 4, panique à la cantine. Le tome 5, l'invité mystère. Ils sont trop beaux en plus, j'adore. Et le tome 5, le chapardeur de l'année. En gros, je suis sûre que le premier, c'est le premier. Ouais, je pense que c'est ça. En gros, panique à la cantine, il va y avoir du sport, je suis pas trop sûre de l'ordre, mais en gros, le dernier c'est le dernier, le premier c'est le premier. Bref, j'ai adoré cette saga, vraiment, je la trouve absolument géniale. Pour les enfants, c'est juste parfait, parce qu'en fait, c'est une manière inversée de leur apprendre les choses à faire, vous voyez. Mettre en scène des petits monstres qui font que des bêtises, pour montrer aux enfants que il faut pas faire que des bêtises. Vous voyez, c'est vraiment hyper intelligent. Et puis on a l'humour de Monsieur Tan, j'adore Monsieur Tan. Je vous montre une planche ici. Vraiment, ces livres sont vraiment très cool. Et puis c'est des petits livres, c'est facile à emporter, c'est facile à lire. Moi j'adore, vraiment, j'adore. Et la dernière saga, c'est T-Zombie de Cazeneuve, William et Jack Moore. J'adore cette saga. Et pareil, j'étais persuadée de l'avoir commencé il y a un moment, mais je l'ai commencé en 2023 en fait. Donc voilà, j'ai lu les 4 tomes. Il me reste le 5e à lire qui est sorti, je crois. Bref, donc le tome 1, c'est toujours affamé. Magnifique, n'est-ce pas? Le tome 2, c'est Sans famille, écrit comme du sang. Voilà. Le tome 3, c'est Amis mortels. Et le tome 4, c'est Monde cruel. J'adore cette saga, vraiment. En gros, ici, on suit cette jeune fille-là, qui est donc humaine, tous les autres étant des zombies. Et au début du tome 1, elle quitte sa maison parce que ses parents ne font pas attention à elle. Ses parents font que s'engueuler. Enfin bref, l'ambiance n'est pas cool du tout à la maison. Donc elle décide de se barrer. Elle atterrit au cimetière voisin. Il rencontre T-Zombie, donc le zombie principal, et ses copains. Et va décider de vivre là-bas avec eux. Alors même qu'elle est humaine et que les zombies mangent normalement les humains. Mais là, ils vont pas la manger elle, et ils vont former un petit peu comme une famille. Vraiment, j'adore cette BD. Pour Halloween, c'est parfait, ça reste quand même des BD jeunesse, alors un peu moins jeunesse que le Manoir Croquignol, mais c'est quand même vachement bien à lire. Vous pouvez lire ça à Halloween avec vos enfants ou n'importe quand dans l'année. Vraiment, c'est très cool. Voilà, j'en ai fini avec toutes mes meilleures lectures de l'année. C'est quand même pas mal, je trouve. Je ne vais pas rallonger cette vidéo puisque ça, je pense qu'elle est bien assez longue. Juste si en commentaire vous voulez me donner votre ou vos meilleures lectures de l'année, je suis preneuse, je les noterai quelque part, peut-être physiquement ou alors juste dans ma tête pour peut-être les lire un jour. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce bilan vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt!